Le matin du 8 février 1945, à 6 heures, le sergent Joe Mason était accroupi derrière la coque en acier de son semi-chenillé M16 dans la jungle dense de Luzon, observant des soldats japonais chargés à travers une clairière boueuse à 400 mètres de là, à travers la fumée des tirs d'artillerie. À 24 ans, il était chef d'escouade des marines avec 0 victoire confirmée en utilisant l'affût quadruple de calibre .50 face à un ennemi qui avait lancé 17 charges banzées contre le 2e bataillon au cours des 48 heures précédentes. Son commandant lui avait dit que le M16 était conçu pour abattre des avions, et les autres marines plaisantaient en disant qu'utiliser des canons antiaériens sur l'infanterie, c'était comme écraser des mouches avec un marteau. Quand Mason avait vu pour la première fois le M16 au camp Pendleton en Californie, avec ses 4 mitrailleuses de calibre .50 montées dans une tourelle motorisée, l'armurier avait même demandé s'il était destiné aux avions ou aux chars. Mason lui avait répondu qu'il était destiné à tout ce que les gradés ordonnaient, mais personne n'avait expliqué comment utiliser 1800 coups par minute contre des soldats en train de charger. Le véhicule pesait 16 tonnes, chacune des 4 mitrailleuses Browning M2 étant capable de tirer 2400 coups par minute, contre 350 pour un BAR standard, sans tourelle. Son affût était quadruple, avec des champs de tir superposés. Le BAR était à canon unique, avec une portée limitée. Le capitaine Maurice lui a ordonné d'économiser les munitions pour les avions ennemis, mais Mason a chargé des munitions incendiaires perforantes de toute façon. À ce moment-là, le 5e régiment de marine combattait à Luzon depuis le 9 janvier, progressant à l'intérieur des terres depuis le golfe de Lingayen, mais luttant contre des positions japonaises retranchées dans les montagnes. Le terrain était brutal, une canopée de jungle dense, des crêtes abruptes et des systèmes de grottes qui avaient été fortifiés pendant des mois. Les soldats japonais lançaient des attaques coordonnées chaque nuit, apparaissant depuis des bunkers cachés et chargeant avec les baïonnettes au canon, hurlant des cris de guerre qui résonnaient à travers les arbres. Le 5 février, une charge banzée a submergé le périmètre de la compagnie Fox. Le 6, une autre a percé les lignes de la compagnie Easy. Le 7, 3 autres attaques ont fait 14 morts parmi les marines, dont 2 mitrailleuses abattues à bout portant. Cette nuit-là, le commandant du bataillon a convoqué Mason. Les Japonais tuaient ces hommes plus vite que le paludisme, et il avait besoin de quelque chose qui puisse arrêter une attaque de vague humaine. Il a demandé si ce canon antiaérien pouvait réellement toucher quoi que ce soit au sol. Mason a expliqué les spécifications. Chaque balle de calibre .50 voyageait à 853 mètres par seconde avec une énergie initiale de 17 626 joules-pied, capable de percer un blindage à 1370 mètres et conçu pour détruire des moteurs d'avion. Le commandant lui a donné jusqu'à l'aube pour découvrir ce qu'il pouvait faire à de l'infanterie en train de charger. L'obscurité d'avant l'aube du 9 février planait sur les montagnes de Luzon comme un linceul, brisé seulement par le grondement lointain de l'artillerie et le cliquetis mécanique des véhicules à chenilles se déplaçant dans la boue de la jungle. Le sergent Joe Mason appuyait son dos contre l'acier froid du semi-chenillé M16, sentant la vibration de son moteur au ralenti à travers sa colonne vertébrale, alors qu'il observait la lisière des arbres à 300 mètres devant lui. L'affût Quad 50 se dressait au-dessus de lui comme une araignée mécanique, ses 4 canons pointés dans la pénombre où des soldats japonais sondaient leur périmètre depuis minuit. Mason était éveillé depuis 36 heures d'affilée, ses mains tremblant non pas de peur, mais d'épuisement et du poids de ce que son commandant lui avait ordonné de découvrir. Le Mi-16 était arrivé à leur position avancée 12 heures plus tôt, livré par un convoi du Red Bull Express qui avait traversé 2 embuscades pour atteindre les lignes du 2e bataillon. L'équipage de Mason avait passé la soirée à apprendre les commandes de l'arme d'un quartier-maître de la marine, qui a admis ne l'avoir jamais tiré sur des cibles au sol. Le manuel technique spécifiait les procédures d'engagement pour les avions volant à des altitudes comprises entre 1500 et 6000 mètres, avec des tableaux détaillés pour calculer les temps de tête et les schémas de rafale contre des bombardiers maintenant des trajectoires stables. Rien dans le manuel ne mentionnait ce qui se passait lorsque vous visiez 4 mitrailleuses de calibre .50 synchronisées sur des êtres humains chargeant à découvert. Le caporal Frank Thomas était accroupi à côté des commandes de la tourelle, ses doigts dansant sur les interrupteurs et les cadrans alors qu'il parcourait la séquence de tir pour la 12e fois cette nuit-là. Chacune des 4 mitrailleuses Browning M2 contenait une bande de 160 cartouches, alimentées par des boîtes de munitions qui pouvaient être rechargées en moins de 30 secondes par un équipage entraîné. Le siège du tireur était rembourré et réglable, conçu pour des vols de longue durée où le confort importait plus que la protection. Au sol, entourée d'une jungle qui pouvait dissimuler des tireurs d'élite à 50 mètres, la tourelle ouverte semblait exposée et vulnérable. Thomas avait enroulé des bandes de munitions supplémentaires autour des supports de canon et empilé des sacs de sable le long des flancs du véhicule, transformant une plateforme antiaérienne en quelque chose qui ressemblait à une forteresse. À 5h45, l'artillerie japonaise a commencé son barrage préparatoire.
Mason a compté les obus entrants à leur sifflement et à leur impact. 6 obus de 75 mm, probablement d'un canon de montagne de type 94 positionné quelque part dans les crêtes au-dessus de leur position. Les obus ont éclaté dans les arbres derrière eux, envoyant des éclats d'obus résonner sur le blindage du semi-chenillé et remplissant l'air de l'odeur de cordite et de bois éclaté. La doctrine japonaise prévoyait un bombardement bref mais intense, suivi immédiatement d'un assaut d'infanterie conçu pour supprimer le feu de défense pendant les moments critiques où les soldats attaquants traversaient un terrain découvert. Les premiers soldats japonais sont apparus à la lisière de la clairière à 5h52, se déplaçant en une ligne de tirailleurs qui s'étendait sur 200 mètres le long de la lisière de la jungle. Mason a compté au moins 40 hommes, peut-être plus dissimulés dans le sous-bois, armés de fusils Arizaka et de mitrailleuses légères. Leurs uniformes étaient déchirés et tachés de boue, preuve de semaines passées à vivre dans des grottes et à mener une bataille perdue contre une puissance de feu américaine supérieure. Ce n'étaient pas les troupes fraîches qui avaient défendu les plages de Luzon en janvier, mais des vétérans qui avaient survécu à 2 mois de combat continus et savaient exactement ce à quoi ils étaient confrontés. Le lieutenant Haruto Yamamoto a mené la charge depuis le centre de la ligne, son sabre levé au-dessus de sa tête alors qu'il hurlait des ordres japonais. Ces hommes ont répondu avec le cri de guerre traditionnel qui avait terrifié les soldats alliés à travers le Pacifique, un son qui combinait fureur et désespoir à parts égales. Ils ont avancé au pas de course, non pas le sprint sauvage d'une char banzée, mais le mouvement discipliné de soldats qui comprenaient le terrain et le timing. Leur objectif était clairement les positions de mitrailleuses américaines qui avaient abattu leur son nocturne, et ils se déplaçaient avec la confiance d'hommes qui avaient déjà percé les lignes des marines. La radio de Mason a crépité de rapports provenant de postes d'observation dispersés dans la jungle. Charlie 6, ici Lima 1, compte 40 fantassins ennemis avançant du nord. Ils se déplacent en ordre étendu, espacement d'environ 10 mètres. Attendez, je vois plus de mouvement dans les arbres. Faites passer ça à 60 ennemis, peut-être plus. La transmission s'est dissoute en parasite alors que les obus de mortier japonais ont commencé à tomber sur les positions avancées, coupant les lignes téléphoniques et forçant les observateurs à se mettre à l'abri. Thomas a fait pivoter la tourelle pour faire face aux soldats japonais qui avançaient. Les moteurs électriques gémissaient alors que 4 mitrailleuses lourdes se tournaient vers leur cible. Le système de conduite de tir du M16 avait été conçu pour suivre des avions se déplaçant selon des schémas prévisibles à des altitudes connues, mais l'infanterie attaquant sur un terrain accidenté présentait des défis que les ingénieurs n'avaient jamais envisagés. Le viseur était calibré pour des cibles se déplaçant à des centaines de kilomètres à l'heure et non au rythme de marche de soldats se frayant un chemin à travers les débris de la jungle. L'avancée japonaise a atteint la moitié de la clairière lorsque Mason a donné l'ordre d'ouvrir le feu. Thomas a appuyé simultanément sur les 2 boutons de déclenchement, envoyant 2 flux de cartouches de calibre .50 vers la ligne ennemie à une cadence combinée de 4800 coups par minute. Le son ne ressemblait à rien de ce que Mason avait connu en 2 ans de combat. Non pas le claquement sec des tirs de fusil ou le crépitement régulier des mitrailleuses, mais un rugissement continu qui semblait déchirer l'air lui-même. Les éclairs de bouche ont illuminé la clairière comme des stroboscopes, projetant des ombres dansantes parmi les arbres et remplissant la nuit de la fumée âcre de la poudre brûlée. L'effet sur les soldats japonais qui avançaient a été immédiat et dévastateur. Des balles de calibre .50 conçues pour percer des moteurs d'avion ont déchiré des corps humains avec une efficacité terrifiante. Chaque impact a envoyé des gerbes de sang et de tissu à travers le sol boueux. Des hommes ont tout simplement disparu dans des nuages de brume rouge, tandis que d'autres ont tournoyé et sont tombés alors que les balles massives coupaient des membres et brisaient des os. L'espacement prudent de la formation japonaise, destiné à minimiser les pertes dues au tir d'artillerie, est devenu un handicap alors que le feu superposé du Kwarinkan a balayé tout leur front comme une faux. Le lieutenant Yamamoto a duré peut-être 10 secondes avant qu'une rafale ne le frappe au centre de la masse, le soulevant de ses pieds projetant son corps à 20 mètres en arrière dans la jungle. Son sabre a tournoyé dans les airs, sa lame attrapant les éclairs de bouche avant de disparaître dans l'obscurité. Les soldats qui l'avaient suivi dans la clairière ont commencé à se briser et à fuir, mais la traverse du Kwarinkan était plus rapide que des hommes en fuite, et Thomas a méthodiquement balayé toute la zone jusqu'à ce que rien ne bouge, sauf la fumée qui retombait. Le silence qui a suivi a été plus terrifiant que la fusillade. Les oreilles de Mason bourdonnaient d'un sifflement aigu qui persisterait pendant des jours, et ses narines brûlaient de l'odeur de laiton usé et de sang. En 90 secondes de tir continu, ils avaient dépensé plus de 7000 cartouches et transformé un assaut japonais discipliné en un charnier qui entrait les rêves de tous les marines qui en ont été témoins. L'impact psychologique a été immédiat. La nouvelle de l'efficacité dévastatrice du Kwarinkan s'est répandue dans les 2 armées avant l'aube, portée par des survivants qui ne chargeraient plus jamais à découvert avec la même confiance.
La nouvelle du massacre s'est répandue dans les lignes japonaises comme une traînée de poudre portée par les quelques survivants qui avaient rampé à travers la jungle avec des récits que les officiers ont d'abord rejetés comme de l'hystérie de combat. Le sergent-major Akira Suzuki a reçu le premier rapport à 7h30 d'un soldat dont le bras gauche pendait inutilement à son côté, déchiqueté par des éclats de calibre .50. L'homme a balbutié sur des canons américains qui tiraient comme le tonnerre et transformaient les soldats en brume, ses yeux écarquillés d'une terreur que Suzuki n'avait jamais vue en 20 ans de service militaire. À midi, des récits similaires filtraient des postes d'observation dispersés dans les montagnes, chacun décrivant la même arme dévastatrice qui pouvait balayer des escouades entières en quelques secondes. Les implications tactiques sont devenues claires lors du briefing de l'après-midi au quartier général du régiment, tenu dans un système de grottes qui avait été creusé dans la roche solide et renforcé avec du bois volé dans des villages philippins abandonnés. Le colonel Takeshi Yamada a étudié des rapports de renseignement qui peignaient le tableau d'une puissance de feu américaine sans précédent dans les campagnes du Pacifique. Ces officiers d'état-major, des vétérans de Guadalcanal et de Seppan, avaient du mal à comprendre des armes qui pouvaient délivrer le feu concentré de toute une compagnie à partir d'un seul véhicule. Les Américains avaient toujours possédé une artillerie et un soutien aérien supérieur. Mais cela représentait quelque chose de fondamentalement différent. Une dévastation portable qui pouvait être positionnée ou que l'ennemi choisisse d'avancer. La doctrine tactique japonaise avait évolué au cours de 3 années de guerre insulaire, s'adaptant aux avantages américains en matière de puissance de feu et de logistique par une utilisation prudente du terrain et des attaques surprises. Leur position défensive était conçue pour canaliser les avancées ennemies dans des zones de la mort où un feu concentré depuis les positions dissimulées pouvait infliger un maximum de pertes avant un retrait inévitable vers des positions secondaires. Le système avait fonctionné contre les armes conventionnelles, forçant les forces américaines à payer lourdement pour chaque mètre de terrain. Mais le Quad 50 a changé tous les calculs qui sous-tendaient leur stratégie. Suzuki a rassemblé ses chefs de peloton à 17h pour discuter de nouvelles mesures défensives, se réunissant dans un bunker qui avait mis 3 semaines à être construit en utilisant des outils à main et des explosifs récupérés sur des bombes américaines non explosées. Les hommes qui lui faisaient face représentaient la crème de l'infanterie japonaise, des survivants de campagnes s'étendant de la Mandchourie aux Philippines. Des soldats qui s'étaient adaptés à toutes les armes que les Alliés pouvaient déployer contre eux. Leurs visages montraient la tension d'un combat continu, mais aussi la détermination sinistre qui avait fait d'eux de redoutables adversaires dans tout le Pacifique. Le lieutenant Kenji Tanaka, commandant le 2e peloton, avait été témoin de l'engagement du matin depuis un poste d'observation à 500 mètres du champ de tir. Son rapport était précis et méthodique, livré sur le ton plat d'un soldat professionnel, décrivant des réalités tactiques. L'arme américaine semblait être un semi-chinier modifié, montant 4 mitrailleuses lourdes dans une tourelle motorisée capable d'un tir soutenu qui dépassait tout ce qui se trouvait dans l'arsenal japonais. Sa portée efficace était d'au moins 600 mètres, peut-être plus, et sa traverse était assez rapide pour engager plusieurs cibles simultanément sur un large front. L'impact psychologique a été tout aussi dévastateur. Les hommes de Tanaka avaient combattu contre des lance-flammes et du napalm, des armes qui tuaient lentement et douloureusement. Mais le Quad 50 offrait une mort si rapide et si complète que les soldats cessaient tout simplement d'exister. La tactique traditionnelle de l'infanterie japonaise reposait fortement sur la volonté des soldats individuels d'accepter la mort au service de l'empereur. Mais le courage devenait insignifiant lorsque des escouades entières pouvaient être anéanties avant de pouvoir se rapprocher de l'ennemi. L'arme frappait au cœur de la philosophie du Bushido en rendant la bravoure personnelle sans importance face à une supériorité mécanique écrasante. Les rapports de renseignement suggéraient que les Américains possédaient au moins 3 de ces armes dans la zone d'opération du 2e bataillon et que d'autres arrivaient quotidiennement alors que les convois de ravitaillement se frayaient un chemin jusqu'aux positions avancées. Les observateurs japonais avaient identifié la silhouette distinctive des semi-chiniers M16 se déplaçant sur des pistes de jungle considérées comme impraticables pour les véhicules à roues, ce qui suggérait que les ingénieurs américains amélioraient rapidement les réseaux routiers pour soutenir le déploiement d'armes lourdes. Les implications logistiques étaient stupéfiantes. Chaque Quad 50 nécessitait des milliers de cartouches de calibre .50, des tonnes de carburant et un entretien spécialisé qui ne pouvait être effectué que par des techniciens formés. Les plans de contre-attaque de Suzuki reflétaient l'improvisation désespérée qui caractérisait les tactiques japonaises dans la phase finale de la guerre. Les assauts frontaux traditionnels étaient clairement suicidaires. Mais les tactiques d'infiltration offraient des possibilités si elles étaient correctement exécutées sous le couvert de l'obscurité ou par mauvais temps. De petites équipes de sapeurs armés de mines magnétiques et de chars de sacoche pourraient pénétrer les périmètres américains et détruire les armes avant qu'elles ne puissent être mises en action, bien que de telles missions seraient essentiellement des opérations suicides avec une chance de succès minimale.
La patrouille de reconnaissance du soir est revenue avec des photographies prises à travers des jumelles américaines capturées, montrant des positions de M16 qui avaient été hastily fortifiées avec des sacs de sable et des filets de camouflage. Les véhicules étaient protégés par des escouades d'infanterie armées d'armes automatiques et positionnés pour fournir des champs de tir croisés qui rendraient une approche rapprochée extrêmement difficile. Les ingénieurs américains avaient défriché la végétation sur des centaines de mètres dans toutes les directions, éliminant la couverture que les infiltrés pourraient utiliser pour s'approcher sans être détectés lors d'opérations nocturnes. Le capitaine Hiroshi Nakamura, l'officier du renseignement du régiment, a présenté une analyse qui a confirmé leurs pires craintes concernant l'évolution tactique américaine. Les interceptions radio suggéraient que les commandants de marine intégraient rapidement les armes Quad 50 dans les opérations d'infanterie standard, les utilisant comme des bases de tir mobiles qui pouvaient être repositionnées rapidement pour répondre aux mesures défensives japonaises. Les Américains apprenaient à coordonner ces armes avec l'artillerie et les frappes aériennes, créant des systèmes défensifs en couche qui pouvaient détruire les forces attaquantes à plusieurs portées simultanément. Les documents capturés comprenaient des spécifications techniques qui révélaient toute l'étendue de la menace à laquelle ils étaient confrontés. Chaque mitrailleuse Browning M2 tirait des cartouches pesant 49 grammes à des vitesses initiales dépassant 853 mètres par seconde, délivrant une énergie cinétique suffisante pour percer un blindage léger à des portées étendues. Les armes étaient alimentées par des bandes à maillons désintégrables qui permettaient un tir soutenu sans les longues périodes de rechargement qui caractérisaient les mitrailleuses japonaises, éliminant les brèves fenêtres de vulnérabilité que l'infanterie avait traditionnellement exploitées lors des opérations d'assaut. Le moral des soldats japonais a commencé à se détériorer alors que la nouvelle de l'efficacité du Quad 50 s'est répandue dans leur réseau défensif. Les vétérans qui avaient survécu à Guadalcanal et Bougainville parlaient à voix basse d'armes qui rendaient la résistance vaine, tandis que les nouvelles recrues posaient des questions sur les procédures de reddition qui auraient été impensables quelques semaines plus tôt. Les officiers ont lutté pour maintenir la discipline alors que les désertions augmentaient et que les rapports de maladies se multipliaient. Des indicateurs clairs que leurs forces commençaient à se désintégrer sous une pression psychologique qui dépassait tout ce qui avait été vécu dans les campagnes précédentes. La dernière transmission radio de la journée provenait d'un avant-poste positionné sur une crête surplombant la principale route de ravitaillement américaine, signalant le mouvement d'un autre convoi transportant ce qui semblait être des semi-chenillés M16 supplémentaires vers des positions avancées. L'observateur a compté au moins 6 véhicules, suggérant que les Américains massaient des armes Quad 50 pour une opération offensive majeure qui rendrait les positions défensives japonaises intenables. Suzuki a accusé réception du rapport et a commencé à planifier des opérations de retrait qui préserveraient ce qui restait de son commandement, sachant qu'une résistance conventionnelle était devenue impossible contre des armes qui transformaient la guerre elle-même en un exercice d'abattage mécanique. Les cauchemars ont commencé le 11 février, se propageant dans les positions japonaises comme une contagion qu'aucun médecin ne pouvait traiter. Le soldat Eiichiro Watanabe s'est réveillé en hurlant à 2 heures du matin, ses cris résonnant dans le système de grotte jusqu'à ce que le sergent-major Suzuki le fasse taire personnellement, d'un coup à la tête. Le jeune soldat n'avait même pas été témoin du massacre du Quad 50, mais les histoires racontées par les survivants avaient infecté ses rêves de visions de camarades se dissolvant en gerbes de sang et de fragments d'os. Des incidents similaires se sont produits tout au long de la nuit, alors que des hommes épuisés se réveillaient en sursaut d'un sommeil qui n'offrait aucune échappatoire au tonnerre mécanique qui hantait leurs heures d'éveil. La contamination psychologique s'est étendue au-delà des cauchemars individuels pour devenir un comportement collectif qui a sapé la discipline militaire à tous les niveaux. Les sentinelles ont abandonné leur poste plutôt que de risquer une exposition à des armes qui tuaient sans avertissement, tandis que les chefs de patrouille ont falsifié les rapports plutôt que de s'aventurer dans des zones où des semi-chenillés américains pourraient être positionnés. L'acceptation traditionnelle japonaise de la mort au combat dépendait de la possibilité d'un sacrifice honorable, mais le Quad 50 n'offrait qu'une oblitération dénuée de sens qui ne servait aucun objectif tactique et n'en aurait aucune tradition militaire. Le frère cadet du lieutenant Haruto Yamamoto, le sous-lieutenant Torao Yamamoto, est arrivé au poste de commandement du régiment le 12 février, porteur d'ordre du quartier général de la division et d'une lettre personnelle de leur père à Kyoto. La lettre, écrite avant que la nouvelle de la mort de Haruto n'atteigne le Japon, parlait de l'honneur de la famille et du devoir sacré de résister à l'invasion américaine quel qu'en soit le coût personnel. Torao a lu les mots à voix haute aux officiers assemblés qui avaient été témoins de l'efficacité dévastatrice d'armes qui rendaient de tels sacrifices sans importance, créant une dissonance cognitive qui a brisé les valeurs militaires traditionnelles plus efficacement que n'importe quelle campagne de propagande ennemie. Le son du Quad 50 est devenu un déclencheur pavlovien qui a induit des réponses de panique dans tout le réseau défensif japonais. Les soldats qui entendaient le rugissement distinctif de 4 mitrailleuses synchronisées se figeaient de terreur ou fuyaient leur position sans ordre, abandonnant armes et équipements,
dans leur tentative désespérée d'échapper à une destruction qu'ils savaient inévitable. Les officiers qui tentaient de maintenir la discipline se sont retrouvés face à des hommes dont le système nerveux avait été fondamentalement recablé par l'exposition à une puissance de feu qui dépassait la capacité humaine de résister ou de comprendre. Les interceptions radio ont révélé à quel point la peur avait pénétré les réseaux de communication japonais. Les opérateurs utilisaient des références codées pour éviter de parler directement des armes américaines, les appelant « Dieu du tonnerre » ou « démons de fer » dans des transmissions qui devenaient de plus en plus incohérentes à mesure que le stress s'accumulait. Les messages, qui auraient dû contenir des informations tactiques, contenaient plutôt des avertissements sur des forces surnaturelles auxquelles aucune réponse militaire conventionnelle ne pouvait s'opposer, reflétant l'effondrement de l'analyse rationnelle face à une supériorité technologique qui semblait presque magique dans son efficacité dévastatrice. Les Américains, qui surveillaient ces transmissions à l'aide d'équipements radio capturés et d'interrogatoires de prisonniers, ont commencé à comprendre l'arme psychologique qu'ils avaient accidentellement créée. Le capitaine James Morris, commandant la compagnie de marine équipée de 3 semi-chenilles M16, a reçu des briefings de renseignements qui décrivaient l'effondrement du moral japonais à une échelle sans précédent dans la guerre du Pacifique. Des soldats ennemis se rendaient plutôt que d'affronter les armes Quad 50, abandonnant des positions défensives qui avaient coûté des semaines de travail à construire et à fortifier. Le caporal James Harris, qui surveillait les fréquences radio japonaises depuis sa position au poste de commandement du bataillon, a enregistré des conversations qui ont permis de mieux comprendre l'état mental détérioré de l'ennemi. Les officiers parlaient ouvertement d'options de retrait qui violaient les ordres explicites de tenir leur position à tout prix, tandis que les hommes de troupes discutaient des procédures de reddition en contradiction directe avec les règlements militaires qui exigeaient la mort avant le déshonneur. Les communications interceptées peignaient le tableau d'une armée perdant sa cohésion fondamentale, alors que les valeurs traditionnelles s'effondraient sous le poids de la réalité technologique. La première édition japonaise organisée a eu lieu le 14 février lorsqu'un peloton entier s'est approché des lignes des marines sous un drapeau blanc improvisé à partir d'un maillot de corps déchiré. Les 37 soldats qui sont sortis d'un complexe de grottes avaient enduré 72 heures de tir indirect d'armes Quad 50 positionnées à près d'1 kilomètre. Leurs positions ont été systématiquement détruites par des balles perforantes qui ont pénétré la roche et le bois avec la même facilité. Le chef de peloton, un sergent vétéran avec des rubans indiquant un service en Chine et dans les Indes orientales néerlandaises, a expliqué par l'intermédiaire d'un interprète que la résistance était devenue une forme de suicide qui ne servait aucun objectif militaire. Des incidents similaires se sont multipliés au cours de la semaine suivante, alors que la nouvelle de reddition réussie s'est répandue dans le réseau défensif japonais, malgré les efforts des officiers pour supprimer de telles informations. De petits groupes de soldats ont commencé à apparaître aux avant-postes des marines avec des drapeaux blancs improvisés, leurs armes abandonnées et leurs uniformes indiquant des unités qui s'étaient auparavant battues avec une détermination fanatique. Les officiers du renseignement menant des interrogatoires préliminaires ont découvert que ces hommes n'avaient pas été vaincus en termes militaires conventionnels, mais psychologiquement brisés par l'exposition à des armes qui remettaient en question leur compréhension fondamentale de la guerre. Les armes Quad 50 avaient évolué au-delà de leur rôle antiaérien d'origine pour devenir des instruments de guerre psychologiques qui opéraient à des niveaux que leurs concepteurs n'avaient jamais prévus. Les équipages de marine ont rapporté que les positions japonaises étaient souvent abandonnées avant même que les armes ne soient mises en action, les soldats ennemis fuyant au premier bruit de véhicules à chenilles s'approchant à travers la jungle. La simple possibilité de rencontrer la puissance de feu dévastatrice suffisait à déclencher des réponses de panique qui rendaient les positions défensives intenables. Le sergent-major Suzuki a rassemblé ses officiers restants pour ce qu'ils savaient en privé être leur dernière conférence tactique, tenue dans un bunker qui tremblait sous l'impact lointain des obus d'artillerie. Les hommes qui lui faisaient face représentaient les fragments d'unités qui avaient été brisés non pas par un combat direct, mais par la pression psychologique de faire face à des armes qui rendaient les valeurs militaires traditionnelles obsolètes. Leurs uniformes étaient déchirés et tachés, leurs yeux creusés par l'épuisement et quelque chose de plus profond qui ressemblait au choc traumatique qu'il avait observé chez les prisonniers américains lors de campagnes précédentes. La décision de se retirer n'est pas venue du haut commandement, mais de la reconnaissance collective que la poursuite de la résistance ne servait aucun objectif tactique et n'aboutirait qu'à la destruction dénuée de sens de soldats dont le sacrifice ne pouvait atteindre aucun objectif stratégique. Suzuki a rédigé l'ordre de retrait en utilisant un langage militaire qui préservait la fiction d'un repositionnement tactique, bien que tous les hommes présents comprenaient qu'il abandonnait des positions qu'on leur avait ordonné de tenir jusqu'à la mort plutôt que de faire face à des armes qui tuaient sans honneur ni sens. L'évacuation a commencé cette nuit-là sous le couvert de l'obscurité qui offrait un réconfort psychologique, même si les Américains possédaient des capacités de combat de nuit qui rendaient la dissimulation largement sans importance.
Les soldats se sont déplacés en petits groupes sur des sentiers de jungle qui avaient été soigneusement préparés pendant des semaines de construction défensive, ne transportant que des armes personnelles et abandonnant du matériel lourd qui était devenu inutile contre des ennemis qui se battaient avec une précision mécanique plutôt qu'un courage humain. La retraite a marqué la fin effective de la résistance japonaise organisée dans ce secteur, accomplie non pas par une défaite militaire conventionnelle, mais par la destruction systématique du moral qui avait soutenu leurs forces tout au long de 3 années de guerre sans espoir contre une supériorité industrielle américaine écrasante. Le complexe de grottes de la colline 212 représentait la dernière résistance japonaise organisée dans le secteur du 2e bataillon. Une forteresse labyrinthique creusée dans la roche volcanique et renforcée avec des poutres d'acier récupérées sur des ponts détruits. Les estimations des services de renseignement y plaçaient 300 soldats ennemis, commandés par le colonel Yamada lui-même et approvisionnés par des passages souterrains qui reliaient des positions d'artillerie sur la pente inverse. La formation naturelle offrait une protection contre les armes conventionnelles tout en offrant de multiples positions de tir qui pouvaient balayer les approches avec des champs de tir croisés depuis des nids de mitrailleuses dissimulés. Le capitaine Maurice a reçu l'ordre d'attaquer à 5 heures, accompagné de photographies de reconnaissance détaillées qui révélaient le défi tactique auquel ces marines allaient faire face. Les entrées des grottes étaient positionnées à mi-pente d'une pente abrupte couverte de troncs d'arbres tombés et de rochers volcaniques, offrant des obstacles naturels qui canaliseraient tout assaut dans des zones de la mort prédéterminées. Les ingénieurs japonais avaient passé des semaines à améliorer ces défenses avec des barbelés, des mines et des positions de combat camouflées qui pouvaient accueillir des fusiliers individuels armés de fusils Arisaka à lunettes télescopiques capables de tirs précis à des portées dépassant 600 mètres. Le bombardement préliminaire a commencé à 6h30 avec une concentration d'obus d'obusier de 105 mm qui a duré 20 minutes et a eu un effet tactique minimal contre des cibles protégées par de la roche solide. Les observateurs d'artillerie ont signalé des explosions secondaires indiquant des zones de stockage de munitions, mais les principales positions défensives sont restées intactes et capables de résister. Des obus fumigènes tirés pendant la phase finale du barrage ont fourni une dissimulation à l'infanterie en progression tout en marquant simultanément le début de la phase d'assaut qui mettrait à l'épreuve les armes Quad-50 contre des défenses préparées pour la première fois. Le M16 du sergent Mason a gravi la pente en compagnie de 2 autres semi-chenillés, leurs chenilles grinçant contre la roche meuble alors qu'ils grimpaient vers des positions qui permettaient un tir direct dans les entrées des grottes. Les véhicules se sont déplacés en file indienne le long d'un sentier que les ingénieurs avaient fait sauter à flanc de colline à l'aide de chars explosifs, créant un itinéraire à peine assez large pour les véhicules à chenilles et n'offrant aucun espace pour les manœuvres tactiques si l'élément de tête rencontrait des obstacles ou un tir ennemi. Les obus de mortier japonais ont commencé à tomber autour des semi-chenillés en progression à 7h15, leur explosion faisant sonner des éclats de roche sur les plaques de blindage sans causer de dommages importants aux véhicules lourdement protégés. Le caporal Thomas a fait pivoter sa tourelle vers la plus grande entrée de grotte, une ouverture d'environ 3,5 mètres de large sur 2,5 mètres de haut que les photographies de renseignement avaient identifié comme le principal point d'accès au complexe souterrain. Les armes Quad-50 avaient été chargées d'un mélange de munitions incendiaires perforantes et de munitions à billes standard, créant une combinaison conçue pour percer les barrières rocheuses tout en produisant des effets incendiaires qui créeraient des incendies secondaires à l'intérieur des espaces confinés où les soldats japonais s'étaient abrités. Le défi technique consistait à maintenir la précision tout en tirant vers le haut sur des cibles partiellement dissimulées par des formations rocheuses naturelles qui déviaient les balles et créaient des schémas de ricochet imprévisibles. La première rafale de tir de Quad-50 a frappé l'entrée de la grotte à 7h22, envoyant 4 flux de cartouches de calibre .50 dans l'ouverture à une cadence de tir combiné approchant les 5000 coups par minute. Les balles perforantes ont rongé les barrières rocheuses qui avaient été construites pour arrêter les balles de fusil et les éclats d'artillerie, tandis que les éléments incendiaires ont enflammé les munitions et l'équipement stocké à l'intérieur des tunnels. Des explosions secondaires ont indiqué que le feu concentré avait atteint les zones de ravitaillement japonaises, créant des incendies qui consumeraient l'oxygène et produiraient des gaz toxiques dans tout le complexe souterrain. Les soldats japonais qui tentaient de riposter depuis les positions dissimulées se sont retrouvés face à des armes qui pouvaient supprimer des sections entières de la ligne défensive simultanément. Les champs de tir superposés du Quad-50 signifiaient que toute position se révélant en tirant devenait la cible d'un tir de riposte dévastateur qui pouvait réduire les positions de combat en décombres en quelques secondes. La tactique défensive japonaise traditionnelle reposait sur un tir soigneusement coordonné depuis plusieurs positions, mais les armes américaines rendaient une telle coordination impossible en détruisant toute position qui révélait son emplacement par un éclair de bouche ou un mouvement. Le bunker de commandement du colonel Yamada, situé au plus profond du système de grottes et relié aux positions avancées par des tunnels de communication, est devenu un piège alors que la fumée et les gaz toxiques des équipements en feu ont rempli les espaces confinés de vapeur qui rendaient la respiration difficile et réduisaient la visibilité à quelques mètres.
Les communications radio avec les éléments avancés ont échoué car les antennes ont été détruites par le feu concentré, tandis que les lignes téléphoniques ont été coupées par des balles qui ont pénétré profondément dans la formation rocheuse et ont coupé des câbles qui étaient considérés comme complètement protégés des bombardements de surface. L'effet psychologique sur les soldats japonais piégés à l'intérieur des grottes en feu a dépassé tout ce qui avait été vécu lors d'engagements précédents avec les forces américaines. Les hommes qui avaient enduré des bombardements d'artillerie et des attaques aux lance-flammes se sont retrouvés face à des armes qui semblaient capables de les atteindre, quelle que soit la protection offerte par les barrières de roches solides. Le rugissement continu des tirs de Quad 50 a créé des effets acoustiques à l'intérieur des tunnels qui ont amplifié le son à des niveaux qui ont endommagé l'ouïe et ont induit une désorientation parmi les défenseurs qui ne pouvaient pas déterminer la source ou la direction des tirs entrants. Le sous-lieutenant Torao Yamamoto a mené une contre-attaque désespérée à 8h45. Sortant d'une entrée de tunnel dissimulée avec 30 soldats armés de fusils, de mitrailleuses légères et de mines anti-chars magnétiques qui pourraient neutraliser les semi-chenillés américains si elles étaient appliquées à courte portée. L'assaut a obtenu une surprise complète et a progressé jusqu'à 50 mètres de la position de Mason avant d'être détecté par l'infanterie des marines positionnée pour protéger les armes Quad 50 exactement de ce type de tentative d'infiltration. La fusillade qui en a résulté a duré moins de 3 minutes et s'est terminée par la destruction complète de la force japonaise, y compris Yamamoto lui-même, qui est mort en tentant de placer une mine magnétique sur l'ensemble de chenilles du M16. La destruction systématique du complexe de grottes a continué pendant 2 heures alors que les équipages de marine ciblaient méthodiquement chaque ouverture assez grande pour dissimuler une position de combat. Des balles perforantes ont pénétré profondément dans les tunnels, tandis que des éléments incendiaires ont créé des incendies qui se sont propagés dans tout le réseau souterrain, consumant l'équipement et forçant les soldats japonais survivants vers des sorties couvertes par des armes américaines. Le feu du Quad 50 était si intense que les parois rocheuses ont commencé à se désintégrer sous l'impact continu des balles de mitrailleuses lourdes, créant des glissements de terrain qui ont scellé certaines entrées de tunnels, tout en exposant d'autres aux tirs directs. À 10h30, un drapeau blanc est apparu à l'entrée principale de la grotte, suivi par le colonel Yamada lui-même menant 43 membres survivants de son commandement. L'uniforme du commandant japonais était déchiré et noirci par la fumée, son visage portant l'expression creuse d'un homme qui avait été témoin de l'échec complet des tactiques défensives qui avaient servi l'armée impériale pendant des décennies de guerre. Sa reddition formelle a été effectuée selon le protocole militaire. Bien que les deux camps aient compris que les armes Quad 50 avaient obtenu la victoire par la supériorité technologique plutôt que par les vertus militaires traditionnelles qui avaient précédemment déterminé les résultats sur le champ de bataille. L'engagement de la colline 212 a démontré la domination tactique complète que les armes Quad 50 pouvaient atteindre contre les positions défensives les plus solides lorsqu'elles étaient correctement soutenues par l'infanterie et l'artillerie conventionnelle. La résistance japonaise dans le secteur s'est effondrée en quelques heures alors que la nouvelle de la chute de la forteresse s'est répandue dans les unités ennemies restantes, dont beaucoup ont commencé des opérations de retrait sans tenter de nouvelles résistances contre des armes qui s'étaient avérées capables de détruire n'importe quelle position, quelle que soit sa protection naturelle ou artificielle. Le silence qui s'est installé sur les montagnes de Luzon après le 20 février était plus profond que n'importe quel accord de cessez-le-feu n'aurait pu l'atteindre, brisé seulement par le grondement lointain des convois de ravitaillement américains transportant des munitions et de l'équipement qui ne seraient plus nécessaires pour les opérations de combat. Le sergent Joe Mason était assis sur la coque de son semi-chenille M16, nettoyant les canons de mitrailleuses de calibre .50 qui avaient tiré plus de 30 000 cartouches en 12 jours d'opération continue. Chaque canon usé et lisse par la friction de balles qui avait redéfini la guerre d'une manière qu'aucun théoricien militaire n'avait prévue. Les armes Quad 50 avaient atteint des objectifs tactiques que les forces conventionnelles auraient mis des semaines à accomplir, transformant ce qui aurait dû être un siège prolongé en une déroute qui a dispersé les défenseurs japonais sur des centaines de kilomètres carrés de terrain de jungle. Les conséquences psychologiques se sont avérées plus complexes que la victoire tactique. Le caporal Frank Thomas a développé un tremblement de la main droite qui rendait le contrôle moteur fin difficile, une manifestation physique du stress que les médecins militaires ont attribué à une exposition prolongée aux effets de commotion de tirs d'armes lourdes soutenus. Ces dossiers médicaux montreront plus tard une perte auditive compatible avec un traumatisme acoustique, bien que les composantes psychologiques de son état aient résisté au diagnostic clinique et au traitement. Des symptômes similaires sont apparus dans toutes les unités de marine qui avaient utilisé des armes Quad 50, suggérant que l'efficacité dévastatrice de ces armes a eu un coût pour leurs équipages qui n'était pas immédiatement apparent pendant les opérations de combat. Les officiers du renseignement menant des analyses après la bataille ont découvert que la résistance japonaise s'était effondrée sur un front s'étendant bien au-delà de la zone opérationnelle du 2e bataillon, les unités ennemies se retirant de positions qu'elles occupaient depuis des mois plutôt que de risquer des rencontres avec des armes qui avaient démontré leur capacité à détruire n'importe quelle position défensive.
Les interceptions radio ont révélé des communications entre les commandants japonais discutant des voies de retrait qui évitaient les zones où des semi-chenillés américains pourraient être déployés, indiquant que l'impact psychologique des armes Quad-50 avait modifié la planification tactique ennemie tout au long de la campagne de Luzon. Les soldats japonais capturés ont fourni des informations sur l'état mental d'une armée qui avait été psychologiquement vaincue par des armes qui remettaient en question les hypothèses fondamentales sur la guerre et l'honneur militaire. Le colonel Yamada, interrogé 3 jours après sa reddition, a décrit l'expérience de commander des troupes qui avaient perdu confiance en leur capacité à résister à la supériorité technologique américaine par les vertus militaires traditionnelles. Ces officiers ont parlé de soldats qui avaient servi avec distinction en Chine et dans tout le Pacifique, mais qui sont devenus inefficaces face à des armes qui semblaient violer les lois naturelles régissant la relation entre le courage et la survie. Les observateurs militaires américains étudiant les implications tactiques de l'emploi du Quad 50 ont commencé à développer de nouvelles doctrines qui intégraient les leçons apprises des opérations de Luzon. Les armes s'étaient avérées capables d'atteindre une supériorité de feu qui dépassait tout ce qui se trouvait dans l'arsenal existant, mais leurs exigences logistiques et leur mobilité limitée limitaient leur emploi tactique à des types de terrain et à des situations opérationnelles spécifiques. Les rapports techniques ont noté que chaque M16 consommait des munitions à des taux qui nécessitaient des opérations de ravitaillement dédiées, tandis que les demandes de maintenance dépassaient les capacités des installations de réparation de campagne standard. Les implications stratégiques plus larges sont devenues apparentes alors que les rapports de renseignement d'autres théâtres du Pacifique décrivaient des effets psychologiques similaires partout où des armes Quad 50 avaient été employées contre les forces japonaises. Les commandants ennemis adaptaient leur tactique pour éviter une confrontation directe avec les armes lourdes américaines, préférant le retrait à des positions défensives qui avaient été précédemment considérées comme imprenables. Cette évolution tactique suggérait que l'impact psychologique des armes atteignait des objectifs stratégiques qui dépassaient leur efficacité immédiate sur le champ de bataille. Le caporal James Harris a documenté la transformation des procédures tactiques américaines dans des rapports qui allaient influencer l'emploi des armes lourdes pendant des décennies après la fin de la guerre. Les unités de marines équipées d'armes Quad 50 ont développé de nouvelles procédures de coordination qui intégraient ces plateformes à l'infanterie et à l'artillerie conventionnelle de manière à maximiser leur impact psychologique tout en minimisant les charges logistiques. Les armes étaient passées de plateformes antiaériennes à des instruments de guerre psychologiques qui obtenaient la victoire par la destruction systématique du moral de l'ennemi plutôt que par des objectifs militaires traditionnels. Le personnel médical traitant les prisonniers japonais a observé des réponses traumatiques qui différaient qualitativement des blessures infligées par des armes conventionnelles, suggérant que l'exposition au feu des Quad 50 produisait des dommages psychologiques qui persistaient longtemps après que les blessures physiques aient guéri. Les psychiatres militaires ont noté des symptômes ressemblant au choc traumatique, mais avaient des caractéristiques qui indiquaient une exposition à des expériences sensorielles qui dépassaient la capacité humaine normale de traiter et d'intégrer. Ces observations cliniques ont contribué à la compréhension précoce de ce qui serait plus tard classé comme trouble de stress post-traumatique. Bien que les effets spécifiques de l'exposition à une puissance de feu extrême soient restés mal compris pendant des décennies. L'équipage de Mason a reçu des citations qui reconnaissaient leur réalisation tactique, tout en évitant soigneusement de reconnaître directement la guerre psychologique qu'ils avaient menée par inadvertance. Les rapports officiels décrivaient la destruction des positions ennemies et la capture d'objectifs stratégiques, mais ne faisaient aucune mention des campagnes de terreur qui avaient brisé le moral de l'armée japonaise dans toute la zone opérationnelle. La distinction reflétait un malaise institutionnel face à des armes qui remportent la victoire par des moyens qui remettent en question les concepts traditionnels de guerre honorable et de professionnalisme militaire. La dernière édition japonaise dans le secteur a eu lieu le 28 février, lorsque le sergent-major Suzuki s'est approché des lignes des marines à la tête des membres restants de son commandement. 87 soldats qui avaient enduré 2 semaines de pression psychologique qui s'étaient avérées plus efficaces que des mois d'opérations de combat conventionnels. La déclaration formelle de Suzuki, traduite par des officiers du renseignement et conservée dans les archives militaires, décrivait l'expérience de commander des troupes qui avaient perdu la volonté de résister à des armes qui rendaient le courage personnel sans importance et rendaient l'entraînement militaire traditionnel obsolète. L'analyse d'après-guerre a révélé que les armes Quad 50 avaient atteint des ratios de pertes sans précédent dans la guerre du Pacifique, détruisant la résistance japonaise tout en subissant des pertes américaines minimes. Les opérations du 2e bataillon ont entraîné plus de 1500 pertes ennemies tout en subissant moins de 30 tués et blessés. Un échange tactique qui reflétait la supériorité écrasante d'armes capables de délivrer une puissance de feu concentrée avec une précision qui dépassait la capacité humaine de résister ou d'esquiver. Ces statistiques ont influencé la planification militaire d'après-guerre et ont contribué à des développements doctrinaux qui ont mis l'accent sur la supériorité technologique par rapport aux tactiques d'infanterie traditionnelles.
L'héritage de la campagne de Luzon s'est étendu au-delà des leçons tactiques immédiates pour poser des questions fondamentales sur la nature de la guerre et la relation entre la technologie et l'efficacité militaire. Des armes qui avaient été conçues à des fins techniques spécifiques étaient devenues des instruments de domination psychologique qui atteignaient des objectifs stratégiques par la destruction systématique du moral de l'ennemi plutôt que par des méthodes militaires conventionnelles. L'expérience a suggéré que les futurs conflits seraient déterminés par des capacités technologiques plutôt que par les vertus militaires traditionnelles. Une prédiction qui s'avéra exacte dans les décennies suivantes, alors que la guerre continuera d'évoluer vers des méthodes de plus en plus mécanisées et impersonnelles pour atteindre des objectifs politiques par l'application d'une force écrasante qui rendait le courage et la détermination humains des facteurs sans importance pour déterminer les résultats sur le champ de bataille.